Une onde de choc a traversé la planète entière en ce matin, du 2 mars 2026. Une information d'une gravité exceptionnelle s'est répandue à travers les médias internationaux et les réseaux sociaux dès l'aube. Les forces d'élite iraniennes ont officiellement annoncé le lancement d'une 10e salve de missiles balistiques en direction du territoire israélien. Ces engins, connus sous la désignation Khaybar Shekan, auraient franchi plusieurs niveaux de protection aérienne israélienne. La communauté internationale retenait collectivement son souffle. D'après les communications officielles diffusées depuis Téhéran, ces missiles auraient atteint des sites directement rattachés au centre névralgique du pouvoir israélien. La capitale iranienne a notamment évoqué le bureau du chef du gouvernement israélien parmi les installations touchées. Ces déclarations, relayées en continu par les médias publics iraniens, ont instantanément provoqué une onde d'inquiétude à l'échelle planétaire. Les observatoires diplomatiques et les centres de veille stratégiques se sont mis en alerte maximale. Le monde entier guettait la moindre information supplémentaire. Une seule interrogation a rapidement dominé l'ensemble des discussions politiques et médiatiques mondiales. Où se trouvait Benjamin Netanyahou en ce moment précis? Quel était son état de santé au cœur de l'une des crises les plus graves qu'ait connue le Moyen-Orient depuis des décennies? Les hypothèses les plus diverses envahissaient les espaces numériques à une vitesse fulgurante. Chaque nouvelle information, vraie ou fausse, déclenchait des réactions émotionnelles intenses aux quatre coins du monde. L'incertitude totale s'était emparée des esprits. Les chaînes d'information iraniennes ont relayé des déclarations au contenu particulièrement frappant concernant la nature de ces frappes. Elles affirmaient qu'un missile de type Khaybar Shekan était parvenu à neutraliser le redoutable dôme de fer, ce dispositif technologique de pointe qui avait protégé les populations israéliennes lors de nombreuses confrontations passées. Une telle percée, si elle était avérée, constituerait un changement de paradigme dans les équilibres militaires régionaux. Les spécialistes de la défense analysaient ces affirmations avec une attention particulière. L'enjeu stratégique était considérable. Plusieurs sources médiatiques reprenant les déclarations iraniennes mentionnaient également des frappes dirigées contre le commandement central de l'aviation militaire israélienne. Ces allégations, faute de confirmation indépendante ou de validation par des observateurs neutres, ont immédiatement alimenté un terrain propice à la circulation de fausses informations. Des suppositions incontrôlables concernant le sort du Premier ministre se propageaient à grande vitesse sur toutes les plateformes. La confusion informationnelle atteignait un niveau critique. Le doute s'installait profondément dans les esprits. Ce que les sources les plus crédibles permettent d'établir avec certitude, c'est que des missiles ont effectivement été lancés contre des infrastructures stratégiques et institutionnelles israéliennes. Ces frappes s'inscrivaient dans une logique de représailles à une opération militaire conduite conjointement par Israël et les États-Unis contre le sol iranien quelques jours auparavant. Cette offensive, officiellement baptisée Opération Epic Fury, avait visé des installations militaires et des actifs gouvernementaux iraniens de premier rang. Elle représentait un saut qualitatif sans précédent dans l'histoire de ce conflit. Les conséquences en étaient déjà considérables. L'opération Epic Fury aurait notamment ciblé des infrastructures liées directement à l'autorité suprême iranienne, le guide Ali Khamenei, selon certaines déclarations américaines et israéliennes. Ces mêmes sources laissaient entendre que des figures importantes du commandement iranien auraient été neutralisées lors des premières deux vagues de frappes. Ces informations demeuraient cependant officiellement non confirmées et vivement contestées par d'autres acteurs. Dans un environnement informationnel aussi saturé et politisé, distinguer les faits vérifiables des opérations d'influence relevait du défi permanent. La rigueur analytique était plus que jamais indispensable. Confrontés à ce déluge d'informations contradictoires et anxiogènes, les autorités israéliennes ont opté pour une communication publique très encadrée. Plutôt que de répondre point par point aux affirmations iraniennes, les forces de défense israéliennes ont centré leur message sur les dispositifs défensifs déployés et sur la réponse nationale organisée.
Les sirènes d'alerte retentissaient simultanément dans les grandes agglomérations du pays. Les abris de protection civile accueillaient des populations en état de choc. Les opérations défensives s'intensifiaient à mesure que la situation évoluait. Tel Aviv et Jérusalem, deux villes chargées d'une symbolique exceptionnelle, se trouvaient directement dans la trajectoire des frappes signalées. Le gouvernement israélien a officiellement proclamé l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire. Les citoyens israéliens prenaient conscience en temps réel de la proximité du danger avec les plus hautes sphères du pouvoir. Cette réalité brutale créait une atmosphère de tension et d'angoisse rarement atteinte dans l'histoire récente du pays. Chaque bulletin officiel était scruté avec une intensité extrême. En période de crise aiguë, les exécutifs gouvernementaux adoptent généralement une communication sobre, mesurée et stratégiquement pensée. L'objectif principal est d'éviter la propagation de la panique tout en maintenant intacte la capacité opérationnelle des institutions de l'État. C'est dans ce contexte particulier que les interrogations sur la localisation exacte de Netanyahou ont pris une dimension disproportionnée sur les réseaux sociaux. Chaque absence de réponse officielle était interprétée, souvent à tort, comme un signal alarmant. L'espace informationnel était saturé de conjectures non vérifiées. Les canaux de communication officiels iraniens, relayés par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, évoquaient ouvertement une tentative d'élimination physique du dirigeant israélien. Des séquences vidéo et des captures d'écran circulaient massivement, entretenant une ambiguïté calculée sur le sort de Netanyahou. Ces contenus, rarement vérifiables, généraient une polarisation émotionnelle intense à l'échelle mondiale. Certains observateurs y lisaient une avancée militaire iranienne décisive, d'autres une campagne de déstabilisation psychologique soigneusement orchestrée. La frontière entre réalité et manipulation n'avait jamais été aussi poreuse. Il est absolument crucial de rappeler que ces affirmations unilatérales émanant de sources iraniennes n'ont reçu aucune validation de la part d'observateurs internationaux indépendants ou de médias de référence reconnus. Dans tout contexte de conflit armé, et plus encore lorsqu'un gouvernement est directement pris pour cible, l'ambiguïté délibérée et la propagande constituent des instruments stratégiques couramment utilisés. Chaque belligérant cherche à imposer son récit autant qu'à imposer sa puissance sur le terrain. Une approche analytique rigoureuse s'impose donc face à ce type d'informations. La vigilance critique est une nécessité absolue. Du côté israélien, les responsables de la communication gouvernementale n'ont pas emprunté la voie des déclarations émotionnelles sur la situation personnelle du Premier ministre. Ils ont préféré affirmer avec constance et clarté que les dirigeants du pays restaient pleinement aux commandes des affaires nationales. L'ensemble des mécanismes institutionnels de réponse à la crise demeurait opérationnel et coordonné. Ce message de stabilité et de continuité était répété avec une régularité délibérée. Il visait à ancrer dans l'opinion publique la solidité de l'État face à l'adversité. Les sources militaires et institutionnelles israéliennes ont réaffirmé haut et fort leur détermination indéfectible à défendre l'intégrité du territoire national. Elles ont simultanément confirmé la poursuite active des opérations de riposte engagées. Cette posture, consistant à ne ni confirmer ni infirmer la position précise du Premier ministre durant une offensive active, correspond à des pratiques universellement adoptées en situation de conflit de haute intensité. La protection opérationnelle des dirigeants prévaut systématiquement sur toute exigence de transparence immédiate. C'est une règle cardinale de la conduite des guerres modernes. Au cours des jours précédant les frappes iraniennes, Netanyahou avait multiplié les apparitions publiques et les prises de parole officielles. Il avait exprimé un soutien sans réserve à l'offensive conjointe menée contre l'Iran et s'était engagé publiquement en faveur d'une intensification de la réponse israélienne. Il avait appelé ses concitoyens à maintenir leur cohésion nationale et leur résilience collective face à ce qu'il qualifiait de menace existentielle pour l'État hébreu. Son discours insistait sur les dangers représentés par le régime iranien et ses capacités balistiques pour l'équilibre régional. Cette posture ferme et déterminée était parfaitement cohérente avec son profil de leader.
Ce type de rhétorique offensive et déterminée est une marque de fabrique de la direction politique de Netanyahou depuis de très nombreuses années. Mais dans le contexte de cette crise d'une intensité inédite, avec des frappes touchant simultanément des objectifs civils et militaires, ces déclarations antérieures prenaient une résonance particulièrement forte et troublante. La réalité des événements semblait rattraper, voire dépasser, les scénarios les plus sombres évoqués par les dirigeants israéliens. Chaque avertissement passé paraissait soudain revêtir une portée prophétique. La population vivait un basculement historique. Pour les citoyens israéliens dans leur vie quotidienne, la menace avait cessé d'être une abstraction lointaine ou un risque théorique. Des missiles avaient effectivement touché des quartiers résidentiels, des équipements civils collectifs et des espaces publics fréquentés. Ces images saisissantes, diffusées en direct sur toutes les plateformes disponibles, frappaient de plein fouet les foyers et les familles à travers tout le pays. Les systèmes de défense avaient certes réussi à neutraliser une part importante des projectiles lancés. Mais certains avaient atteint leur cible, laissant derrière eux des destructions visibles et des traumatismes durables. Les services de secours et d'urgence israéliens opéraient à leur niveau de mobilisation maximale depuis plusieurs heures. Des millions de personnes cherchaient refuge dans des abris ou restaient confinées chez elles, tandis que les alertes continuaient de se succéder sur l'ensemble du territoire. La pression psychologique accumulée par la population atteignait des niveaux historiquement élevés. Plusieurs décennies de conflits périodiques avaient certes habitué la société israélienne à vivre avec une certaine forme de menace permanente. Mais l'ampleur et la proximité de cette nouvelle escalade dépassaient les expériences précédentes. Tandis que la nuit descendait sur la région, les principales capitales mondiales se préparaient à absorber des chocs géopolitiques d'une ampleur difficile à anticiper. Les États du Moyen-Orient suivaient l'évolution de la situation avec une anxiété croissante et palpable. Les grandes puissances mondiales, déjà impliquées à divers degrés sur les plans diplomatiques et militaires, pesaient avec la plus grande prudence leurs prochains mouvements. L'équilibre précaire de toute une région semblait suspendu au fil des événements. Le monde se trouvait à un carrefour d'une importance historique capitale. Les États-Unis, alliés stratégiques historiques d'Israël, avaient pris une part directe et active dans les frappes conjointes menées contre l'Iran. Cette participation américaine transformait radicalement la nature et la portée du conflit, le faisant basculer d'une confrontation bilatérale vers une escalade aux dimensions potentiellement mondiales. Les alliés de Washington observaient chaque nouveau développement avec une attention redoublée. Les adversaires, de leur côté, calculaient leurs options avec une froideur stratégique méthodique. La mécanique de l'escalade semblait difficile à enrayer. Dans le même temps, le mouvement Hezbollah au Liban, partenaire stratégique de Téhéran, avait relancé ses tirs de roquettes en direction du nord du territoire israélien. Ce nouveau front venait considérablement élargir la géographie déjà très étendue des opérations militaires en cours. Israël se voyait désormais contraint de gérer de front plusieurs menaces simultanées dans des directions différentes. Cette multiplication des points de pression mettait à l'épreuve les capacités de réaction et les ressources humaines des forces armées israéliennes. La situation exigeait une coordination opérationnelle d'une précision absolue. Dans ce contexte d'escalade sur plusieurs fronts simultanément, la question du statut personnel du Premier ministre israélien a progressivement perdu de son caractère central dans le débat stratégique. Ce qui primait désormais, c'était l'état de fonctionnement global de l'ensemble de l'appareil d'État israélien. Les institutions continuaient d'exercer leurs fonctions. Les responsables prenaient des décisions et transmettaient des directives claires. La chaîne de commandement militaire restait solide, cohérente et pleinement active. Les équipes travaillant directement avec le Premier ministre assuraient la coordination continue des mesures défensives déployées à l'échelle nationale. Les canaux de communication avec les partenaires internationaux restaient maintenus et actifs. La gestion de la réponse à l'état d'urgence national se déroulait de façon organisée et structurée. C'est précisément cette capacité à maintenir le fonctionnement de l'État sous pression extrême qui constitue l'essence même du leadership en temps de conflit.
La résilience institutionnelle est le premier rempart d'une nation en danger. Les références indirectes au Premier ministre dans les communiqués officiels, sans précision sur sa localisation exacte, témoignaient d'un arbitrage délibéré entre la nécessité de rassurer l'opinion publique et les impératifs absolus de la confidentialité tactique. C'est une approche classiquement adoptée lors des conflits de haute intensité où chaque donnée divulguée peut se transformer en vulnérabilité exploitable par l'adversaire. La discrétion sur les mouvements des hauts responsables de l'État est une mesure de protection fondamentale et universellement reconnue. Elle traduit la prudence, non l'absence. Elle exprime la responsabilité, non la défaillance. Cette crise constitue un chapitre décisif dans la longue histoire d'antagonisme profond qui oppose Israël et l'Iran depuis plusieurs décennies. Ces deux puissances régionales se sont longtemps affrontées par acteurs interposés, par opérations clandestines et par jeux d'influence géopolitique complexes. Mais des échanges directs de missiles balistiques mettant potentiellement en défaut les systèmes de protection les plus sophistiqués représentent une rupture qualitative dans la nature de ce conflit. Cette escalade a sidéré et alarmé l'opinion mondiale dans son ensemble. Elle marque indubitablement une nouvelle ère dans la dynamique régionale. Les craintes d'un embrasement encore plus large et incontrôlable n'avaient jamais semblé aussi fondées et documentées qu'en ce moment précis. Chaque décision prise dans les prochaines heures portera en elle des conséquences durables et profondes pour l'ensemble de la région. L'architecture sécuritaire du Moyen-Orient pourrait être profondément et durablement redessinée selon les choix stratégiques opérés par les différentes parties. Les marges d'erreur sont réduites à leur portion la plus congrue dans un contexte aussi volatile et imprévisible. L'histoire se recompose sous nos yeux en temps réel. Pour Benjamin Netanyahou, personnalité centrale et polarisante de la scène politique israélienne et internationale depuis de nombreuses années, ce moment représente sans aucun doute l'épreuve la plus déterminante de l'ensemble de sa trajectoire politique. Qu'il soit perçu comme un gardien inflexible de la sécurité nationale ou comme un acteur contribuant à approfondir les fractures régionales, il se retrouve incontestablement au centre d'un bouleversement historique d'une ampleur exceptionnelle. Son nom restera associé à chacune des décisions stratégiques prises lors de cette crise. Son héritage politique se joue dans ces heures cruciales. L'histoire l'évaluera à l'aune de ce moment singulier. Selon les informations les plus fiables et vérifiées disponibles à ce stade de la crise, Netanyahou demeure aux commandes effectives du gouvernement et de l'appareil militaire israélien. Les protocoles de communication stricts, applicables en temps de guerre, interdisent toute divulgation publique de ses déplacements ou de son état précis. Cette discrétion constitue une norme opérationnelle et non une anomalie préoccupante dans de telles circonstances. Elle s'applique universellement aux chefs d'État des démocraties engagées dans des conflits actifs de haute intensité. Elle ne saurait être interprétée comme un signe de défaillance institutionnelle. Le message fondamental émanant des autorités de Jérusalem n'est pas celui de la visibilité individuelle d'un dirigeant, mais celui de la continuité stratégique et opérationnelle de l'État dans son ensemble. Cette distinction essentielle doit être gardée à l'esprit par tout observateur soucieux d'analyser correctement la situation. Dans les conflits contemporains, la communication gouvernementale joue un rôle défensif autant qu'informatif. Démontrer que les institutions fonctionnent normalement est souvent plus décisif stratégiquement que de montrer où se trouve physiquement un leader. La robustesse du système prime sur la présence médiatique de l'individu. En définitive, la réponse à la question de la situation de Netanyahou après ces frappes met en lumière une vérité plus fondamentale sur la réalité de ce moment. Le conflit est en cours avec une intensité qui ne faiblit pas. Le leadership national est pleinement actif, même s'il opère dans la discrétion rendue nécessaire par les circonstances. La priorité absolue du gouvernement israélien n'est pas la gestion de l'image publique, mais la survie collective de la nation et l'efficacité de sa réponse opérationnelle. C'est dans cet espace de responsabilité extrême que se joue l'avenir de toute une région. Dans les zones de conflit évoluant avec une telle rapidité,
La certitude absolue est un privilège que personne ne peut se permettre. Les récits divergent souvent de manière radicale d'une source à l'autre et d'un camp à l'autre. Mais une lecture attentive et méthodique des informations vérifiables permet d'affirmer clairement que Netanyahou n'est ni porté disparu, ni déclaré hors de combat. Il est au contraire pleinement intégré dans le cœur opérationnel d'une nation engagée dans une riposte à une agression d'une ampleur inédite contre son territoire et ses institutions. Il est là où un chef d'État doit être en temps de guerre. Ce moment de l'histoire contemporaine sera scruté, analysé et disséqué par les décideurs politiques, les historiens et les citoyens du monde entier pendant de très nombreuses années. Les enseignements qu'il recèle sur la nature de la guerre moderne, sur la gestion institutionnelle des crises extrêmes et sur la résilience des démocraties face à l'adversité sont d'une profondeur et d'une richesse analytique rare. Chaque détail factuel, chaque décision prise, chaque silence ou prise de parole publique sera examiné avec une minutie méticuleuse. Le présent se transforme instantanément en matière à mémoire collective durable. C'est la marque des événements véritablement historiques. Pour l'heure, le dispositif de direction centrale d'Israël reste pleinement actif et engagé sur la totalité des fronts ouverts. La fumée des missiles continue de planer au-dessus des villes et des consciences. Les populations civiles vivent sous la pression d'une menace concrète, immédiate et omniprésente. Les décisions qui se prennent en ce moment même dans les cercles les plus restreints du pouvoir auront des répercussions profondes et durables sur l'ensemble de la région. Chaque heure qui passe est déterminante dans cette équation géopolitique d'une complexité extraordinaire. Dans l'attente d'informations officielles plus complètes et solidement vérifiées, il demeure impératif pour chacun de rester vigilant face au flux continu d'informations non confirmées. La prudence dans la consommation et la diffusion des informations constitue une responsabilité civique fondamentale en période de crise. Les rumeurs non vérifiées et la désinformation organisée peuvent causer des dommages considérables tant dans les esprits individuels que dans les relations entre les communautés et les peuples. S'informer exclusivement auprès de sources fiables, recoupées et reconnues est désormais plus qu'une bonne pratique. C'est une nécessité démocratique vitale. Si ce type d'analyse approfondie vous apporte une valeur réelle dans votre compréhension des événements qui façonnent notre monde, n'hésitez pas à manifester votre soutien en aimant ce contenu et en rejoignant notre communauté.